Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on va dans l'analyse 3. Alors on va avoir l'intégrale de surface, l'intégrale de flux de surface. Alors on a déjà vu l'intégrale de flux de surface quand la surface était définie par une fonction. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc ici, on a notre fonction de flux, d'accord? Et là, c'est la fonction qui définit la surface, d'accord? Et là, ça contrôle la surface. Voilà. Et là, la fonction de surface est définie par une fonction f en xy. Maintenant, on va voir bloqué. Maintenant, on va voir le même travail, analyse 3. Donc là, on a vu quand la surface est définie par une fonction en xy. Maintenant, on va voir quand une surface est définie paramétriquement. Alors ici, on a l'intégrale qui permet de calculer une surface définie paramétriquement, donc c'est ici. Donc là, on a le produit en croix que l'on connaît, hein. On en prend la norme, et ça permet de calculer l'intégrale de surface. Nous, ce n'est pas l'intégrale de surface, c'est l'intégrale de flux de surface. Donc, il y a une petite modification. Là, on introduit une fonction de flux, elle est ici, et ce produit en croix, il est toujours ici, hein. Le produit en croix est toujours ici. Simplement ici, il y a cette partie en plus qui permet de calculer l'intégrale de surface, d'accord? L'intégrale de flux de surface. Alors ici, on a l'intégrale de flux. Normalement, c'est un grand F. Je me suis trompé, j'ai mis un petit F, c'est pas grave, hein. Alors, quand on regarde cette intégrale, on voit qu'ici, il y a la norme du produit en croix, et ici, il y a la même norme du produit en croix. Donc, tout simplement, on va simplifier, on va supprimer ces deux normes, et ça va nous donner l'intégrale de flux de surface définie paramétriquement simplifiée. Elle est simplifiée dans le sens où on supprime le calcul des deux normes, puisqu'elles sont identiques, une au numérateur, l'autre au dénominateur. Et donc, c'est comme ça que l'on obtient notre intégrale de surface. Alors, on remarque que c'est un produit scalaire, c'est-à-dire qu'on va prendre le premier argument de ce vecteur, on va le multiplier par le premier argument de ce vecteur, on va additionner et on va prendre le deuxième argument de ce vecteur, on va le multiplier par le deuxième argument de ce vecteur et on va l'additionner, et on va prendre le troisième argument de ce vecteur, c'est une fonction vectorielle, hein. Et on va la multiplier par le troisième argument de ce vecteur. Le produit en croix, c'est un vecteur, donc, et on obtient ainsi un produit scalaire. Alors, on va voir ça sur ce que je viens de dire dans le code. Voilà. Donc ici, il y a le produit en croix, hein, R électrique. Pardon. Voilà. Ce produit en croix ici est calculé par cette fonction-là, d'accord? Donc là, c'est le produit en croix normal, hein, que l'on effectue. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas trop partir dans tous les sens. Donc, ce produit en croix, il est calculé ici, hein. C'est la fonction ici, voilà, cette fonction-là, donc elle nous donne le produit en croix, elle nous donne donc un vecteur 3D. Voilà. A, c'est un vecteur 3D. Je l'ai appelé A parce qu'il y a des U et il y a des V qui se baladent un peu partout, donc pour le différencier, j'ai appelé ce vecteur A. Alors c'est ici qu'on obtient notre vecteur 3D. Alors ici,
on a f de i, d'accord? F, la fonction vectorielle, elle est définie par trois fonctions, fi, fj et fk. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin au moment du produit scalaire. Si j'avais fait une seule fonction, ça aurait été très compliqué de récupérer les différentes parties. Alors là, j'ai fi qui est multiplié par ai, qui est donc le vecteur 3D obtenu par le vecteur en croix. Ensuite, il y a fj, fj qui est ici, fj, hop là, voilà, oh là, pardon, voilà, fj, qui est multiplié par ai, aj, le vecteur, et la fk, qui est la troisième vecteur, le troisième argument du vecteur, le troisième coefficient de la fonction vectorielle f, multiplié par ak. Et tout ça est additionné et ça nous donne le produit scalaire. Ça nous donne ce produit scalaire, plutôt ici. Voilà. Donc là, vous avez vu le code en langage C, comment je l'ai traité. J'ai donc premièrement calculé le produit en croix. J'ai donc obtenu un vecteur 3D. Ça, c'est le produit en croix, c'est un déterminant de 3 lignes. Voilà, donc ça, on le reverra éventuellement spécifiquement. C'est ici que j'obtiens mon vecteur 3D, 3D. Et c'est ici que je fais mon produit scalaire. Voilà, le vecteur par la fonction. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là déjà on a vu le code avant même de commencer le travail. Voilà. Alors on se rappelle l'intégrale de surface définie paramétriquement. C'est comment ça s'appelle? C'est la norme du produit en croix. Là c'est la norme, c'est un nombre, c'est pas un vecteur, la norme. Là ici c'est l'intégrale de flux de surface paramétriquement, la version complète. D'accord, qui est expliqué mathématiquement. La difficulté vient du fait qu'ici il y a la norme du produit en croix au dénominateur et la norme du produit en croix au numérateur. Donc ça complique un peu. On peut donc simplifier en simplifiant cette partie-là. C'est comme ça que l'on obtient l'intégrale de flux de surface définie paramétriquement simplifiée. Donc on n'a plus que ici, donc ici c'est la norme, ça nous donne un nombre. Ici c'est la norme, on voit il y a 2 barres, ça nous donne un nombre. Ici c'est le produit en croix, ça nous donne un vecteur. Voilà. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut réduire? Voilà. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va directement truc. Donc là, j'ai déjà moi sélectionné les fichiers FB. Donc on va juste voir comment c'est présenté d'un point de vue langage C. Donc ici, on a notre fonction qui définit, c'est une fonction vectorielle qui définit la surface. Elle est définie de manière paramétrique en fonction du paramètre S et du paramètre T. Donc c'est notre fonction. On voit que c'est certainement une sphère. On voit que c'est une définition d'une sphère, de rayon 1 d'ailleurs. Ici, on a notre fonction de flux, c'est grand F. Oh là là. Donc c'est notre fonction de flux. Alors là, j'ai fait l'erreur de mettre petit f alors que c'est un grand F ici, donc il y a une erreur. Oh, bon, on peut peut-être la corriger tout de suite, comme ça évitera. Donc là, c'est grand F. Voilà. Donc c'est grand F, notre fonction de flux. Et ici, on voit qu'on a notre produit scalaire que l'on vient de voir dans le code, et ça nous donne ce résultat-là. D'accord ? Je vais en profiter pour corriger aussi ici, sinon je ne le corrigerai jamais. Alors se connecter. Alors modifier. Et là il y a un grand F, et là quand je l'appelle dans l'intégrale, j'ai changé son nom, j'ai mis un petit f.
Donc je mets juste un grand F ici. Et je mets aussi, ben là, il y a aussi un grand F. Voilà. C'est vrai que les équations de flux, on préfère les appeler avec un grand F. Voilà. Ah, il faut aussi que je fasse pour la deuxième version, comme il y a deux exemples. Je vais faire aussi pour le deuxième exemple. Alors, modifier le code. Alors, grand F. Grand F. Et grand F ici aussi. Voilà. Donc là, je vais juste relancer pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. En introduisant, non. Voilà, donc grand F ici, c'est bon, c'est le produit scalaire. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer sur Internet un exemple. Alors on va prendre celui-là. Alors c'est un exemple assez complexe, donc on va prendre juste la première partie. Alors, on va commencer tout simplement par la partie ici. Alors ça, c'est le flux, un grand F, c'est le flux. Alors ce flux, il dépend de x, y, x. Donc on voit que c'est un vecteur, hein, x, y et z4, z à la puissance 4. Donc on va prendre, alors pour le flux, pour i, c'est x. Donc on va mettre x. Pour j, c'est y. On va mettre y. Et pour K, FK, c'est Z4. Donc on va faire Z, 1, 2, 3, 4. Donc Z à la puissance 4. Voilà. Voilà. X, Y et Z à la puissance 4. X, oh bon, peut-être qu'on va tout simplement le vérifier. Ah, eh ben, j'ai fait une petite erreur. Ah oui, j'ai mis un point là, c'est pas bon. C'est pas bon. On va juste voir. Donc ici on a bien, eh ben non, il n'apparaît pas. Voilà. Parce que dans la version précédente, il n'y avait pas de truc. Donc là on va rajouter 1, 2, 3. Voilà. Alors là c'est I. Là c'est J, et là c'est K. Donc on va un peu séparer I, J, K. Et donc là il faut rajouter voilà, I, J, K. Voilà, c'est la fonction I, J et K. Dans la version précédente, elles étaient nulles. I et J étaient nuls, donc je ne les ai pas affichées. Donc là, je les ai réaffichées. Voilà. Donc on a I qui dépend de X, J et K. Alors là, j'ai oublié le signe plus. C'est ici qu'il faut mettre le signe plus. Voilà, plus. Et plus. On peut le mettre aussi ici, mais ça n'a pas... Hop. Voilà. Alors... Et voilà. X, Y, J et Z à la puissance K. Donc là, on a rempli notre première partie. Alors ici, c'est une sphère. On va travailler sur une sphère et de rayon 3. Hein. Et naturellement, là, elle n'est pas définie paramétriquement, mais elle est définie plus ici. Voilà. Ici, elle est définie paramétriquement, donc il suffit de multiplier par 3 notre... voilà. Donc là, il y a 3, 3 et 3.
Donc ici, on a aussi une équation d'une sphère. Hein. On va le montrer. Voilà. Ici, on a une équation d'une sphère. Simplement, dans l'exemple, elle est multipliée par 3. Tous les coefficients sont multipliés par 3. Donc, on va simplement multiplier par 3. Alors, 3 multiplié. Voilà. Multiplié. 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 Et multiplié. Et multiplié. Et on va mettre un point pour la partie mathématique, langage C. Donc on va voir, on va juste vérifier. Donc on a bien 3 sinus, 3 trucs et 3 trucs. Donc c'est bon, on a les mêmes trucs. Alors maintenant, ce qu'il faut vérifier, alors ici, θ, c'est entre 0 et 2π. Et nous, comme nos variables s'appellent S et T, ça c'est θ. Donc celle-là, on va l'appeler sigma, simplement pour commencer par S. Je ne me rappelle plus quel est exactement comment ça s'appelle, mais on va l'appeler S, sigma, pour avoir ici θ, T, et S, sigma. Alors θ entre 0 et 2π, dans leur θ, alors θ, eh ben c'est bon, le T c'est bon, T entre 0 et 2π, donc là c'est bien, entre 0 et 2π, et sigma S entre 0 et π sur 2. Sigma entre 0 et π sur 2, donc là il faut changer, diviser par 2 avec un point, et diviser par 2 sans le point, voilà. Donc là, on a réussi à mettre théoriquement toutes les coordonnées qui nous sont données, qui nous permettent de faire les calculs. Alors c'est pi2 parce qu'on voit que c'est la demi-sphère. D'accord ? C'est pour ça qu'il y aurait eu pi si c'était la sphère entière, mais là on travaille sur une demi-sphère. D'accord ? Par contre, 0 et 2pi, puisque on fait le tour complet. Sinon, ça serait un quart de sphère ou une demi-sphère. Voilà. Donc là, on a notre demi-sphère. Donc là, c'est l'explication mathématique. Donc normalement, on a rempli tous nos trucs. On peut faire le calcul qui devrait être correct. Alors, on obtient cette valeur-là, 850,504. D'accord ? Alors, 0 de pi, c'est bon. 0 pi sur 2, c'est bon. Ça, c'est pour t. Voilà. Là, c'est notre flux. Hein, notre flux x et 2. Et ça, c'est notre surface. Donc, c'est 876,504. Alors là, le résultat, il est... Alors, 279 pi. Donc, on va calculer pi. 279 pi, alors 279 multiplié par pi, alors c'est 3,1415 et nous on a obtenu alors 876,504 et là c'est 876,478. Donc on n'a pas tout à fait on a les 3 premiers chiffres, on n'a pas les trucs. On va essayer de voir si ici on peut contrôler le nombre de boucles. On va mettre 200 boucles pour voir si ça change quelque chose ou pas. Alors 876,504, donc ça n'a rien changé. 876,504, donc ça n'a rien changé. Il est peut-être possible que on arriverait à avoir de meilleurs si je prenais le nombre pi. Eh ben, on va essayer. On va tester. On va chercher pi sur internet. Pi. Voilà. Voilà. Donc on va récupérer la valeur complète de pi. Enfin la valeur complète. Une valeur plus... Donc on va faire truc et on va remplacer par la valeur plus complète. Et voir.
Alors, maintenant, on va voir mon travail. Eh ben, c'était moi qui avais raison. Voyez, quand on a pris une valeur plus complète de pi, on obtient 876,504 et 876,54. Moi, dans mon langage C, c'est vrai, je mets une valeur de pi très, très longue. Hein. Elle est définie ici. Fichier, ouvrir. Voilà. Vous voyez, j'ai pris une valeur très très longue pour pi. Et donc là, la différence qu'il y avait entre mon résultat et le calcul, c'était du fait que j'avais pris 14,15 pour pi. Et donc on n'avait pas ces valeurs identiques. Mais quand j'ai mis les valeurs de pi avec plus de chiffres, on obtient bien les 504 et les 504 ici de la même manière. Voilà. Donc ça c'est bon. On essaie d'en faire un deuxième. Alors, le deuxième, ça c'est le premier. Ah, par contre, j'ai pas de truc. Donc, modification, on va voir le deuxième. Alors, le deuxième, il est où? Il est où? Je suis pas sûr que c'est sur la bonne page. Ah non, je ne suis pas sur la bonne page. Alors, calculus, c'est calcul vectoriel et intégrale de surface. Voilà, je crois que ça se trouve à peu près par là. Champ vectoriel, voilà, ça doit être par là. Et bien, on en a ici une. On en a ici un autre. Bon, on va prendre celui-là simplement parce que cette partie-là est identique à l'exercice précédent. Alors, on va prendre donc celui-là. Entre 0 et pi et entre 0 et pi 2. Donc, cette partie-là est identique au truc. C'est la fonction de flux f qui change. La fonction de flux x qui change. Donc, la fonction f de u, donc on va remplacer. Alors, il y a 2x, 2y et z. Alors, pour i, c'est 2x, 2 multiplié, on met un petit point, 2, voilà, 2y multiplié, 2y, et z tout seul, je crois. Je vais corriger comme ça, z tout seul. Voilà. 2x, 2y et z tout seul. Ça c'est notre flux, hein, notre truc, notre vitesse de champ de vitesse de je sais pas quoi par seconde. Ensuite, ici, on a la définition de notre surface. Naturellement, ici, c'est encore une fois une sphère. Et naturellement, elle est définie de cette manière-là. Alors, θ, c'est ça. Là, on va dire que c'est sigma s. Donc, c'est pi sur 2. Donc, c'est une demi-sphère. Nous, on a déjà, hein, on a ici le 3, 3 et 3. Donc, c'est la définition ici. Hein, donc, c'est bon pour ça. Et là, pour θ, c'est entre 0 et 2pi et 0 et pi. Bon, pour θ, alors pour le θ, pour le t, c'est entre 2pi et 0 et entre 0 et pi sur 2. Voilà. Donc là, c'est bon. Par contre, il y a un petit truc supplémentaire, c'est pour ça que je fais l'exercice. Ici, on a le fluide d'une densité constante de 80 kg par mètre cube. Donc il faudra le calcul de notre intégrale, on devra le multiplier par 80 pour obtenir le résultat.
Donc là, c'est le travail qu'il est fait. Alors, il a été mal conçu. Voilà, le résultat, il est ici. C'est 7000 trucs, 7000 pi. Donc, nous, on va sauver. On va juste vérifier déjà que l'on a bien mis les travails. Alors, ici, c'est notre surface. On a vu que c'était la sphère où tous les coefficients étaient multipliés par 3. Donc ça, c'est bon, première étape. Là, on se rappelle de mémoire le flux. Dans la vitesse de flux, c'était le truc. Alors c'est x multiplié par 2, y multiplié par 2 et z. C'est ici qu'on voit. X multiplié par 2, y multiplié par 2 par z. Là, c'était notre sphère 3, 3, donc c'est bon. C'est bon. Alors là, c'était θ, c'est entre 0 et 2π, et S, c'est entre 0 et π sur 2. C'est ici que l'on a θ entre 0 et 2π, et S, on va dire sigma, même ça c'est pas sigma, j'en suis sûr, mais on va l'appeler S sigma entre 0 et π2. Voilà. Notre S c'est entre π2, et là ça nous fait notre calcul. Alors là, cette valeur là doit être multipliée par 80, puisqu'on voit que c'est une densité constante. Donc ça c'est la vitesse cette partie là, il faudrait la multiplier par 80 pour avoir le flux. D'accord? Donc, nous, on a donc notre résultat, c'est 7200 multiplié par pi. Donc, on va faire. Donc, nous, on a déjà, c'est faux puisque truc, mais on va voir. Ça, il va falloir le multiplier par 80. Il va falloir le multiplier, on va le multiplier tout de suite par 80, parce qu'ici il y a la densité 80. Donc on va multiplier ici simplement notre résultat par 80. Pardon, 80. Voilà, donc ça nous donne ce résultat-là. On multiplie par 80 le résultat obtenu ici, donc je devrais plutôt aussi rajouter, on va essayer de le faire mathématiquement correctement, on va multiplier aussi 80 ici. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, là non, il ne fallait pas. Voilà. Voilà, donc là on a multiplié par 80, bon ben j'ai un peu tout décalé, mais enfin c'est pas grave, j'ai multiplié par 80 le truc, je vais juste, hop, on va voir, voilà, donc j'ai juste multiplié par 80, pourquoi? Parce que ils ont séparé, ils ont mis le vecteur tout seul, mais ils n'ont pas mis la masse la masse du fluide. Donc il faut multiplier ce vecteur-là par 80. Et nous, le résultat qui nous donne, c'est 7200 multiplié par pi. Donc nous, on va récupérer ça, on va le fermer. Bon, je relancerai après. Alors 7200, calculatrice, 7200 multiplié par pi. Pi c'est 3.1415. Voilà. Donc ça c'est le résultat qui est donné ici. C'est le résultat qui est donné ici. Et nous, on va calculer. Alors si on tient compte du 80, on obtient, on va voir, voilà. Donc là c'est donné avec une virgule, sans la virgule, je vais enlever la virgule parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Alors la virgule c'est 3 chiffres, donc il faut décaler la virgule de 3 chiffres. Alors là, on la supprime, il y a 1, 2, 3, voilà.
Alors, ça, c'est notre résultat. Donc, nous, on obtient 22,619, la 22,618. Donc, c'est 22,6. Bon, on va regrouper ensemble comme en langage C. Voilà. 22 618 88 et nous c'est 22 618. Bon, on va s'amuser à faire aussi, au lieu de multiplier par 314, on va le multiplier par pi réel, le pi réel, pi, enfin le pi réel, le pi avec plus de chiffres significatifs. Alors, on va ajouter là et on va voir. On va voir si ça se rapproche de mon truc ou pas. Oui. Alors 22, 619, 619, c'est bon. Et 46, 67, 46, 67. Donc là, on a tous les chiffres sont... Oh là. Tous les chiffres, on a exactement les mêmes chiffres. 22, 619, 22, 619, 46, 40. 46, 67, 46, 67. Oui, en augmentant le nombre de pi, on a exactement les mêmes valeurs. Voilà. Donc là, on a fait deux exemples trouvés sur Internet. Alors, en petit résumé. Oh là, ça c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Donc ce que l'on a essayé, c'est de calculer le flux de surface défini paramétriquement, la version simplifiée. Alors ici, on a l'intégrale de surface définie paramétriquement. Alors c'est la norme du produit scalaire qu'on a déjà vu quelque part. Ici, c'est l'intégrale de flux. Et ici, c'est l'intégrale de surface. Donc l'intégrale de flux de surface, alors elle est définie de cette manière. On s'aperçoit qu'il y a une norme au numérateur et au dénominateur identiques, donc on les élimine et on obtient comme ça l'intégrale de flux de surface définie paramétriquement simplifiée, c'est celle que on vient de voir, voilà. Et donc c'est un produit scalaire. On multiplie tous les arguments du premier vecteur par ceux du deuxième vecteur et on additionne tout ça. Ça on l'a vu dans la... Ici, on multiplie les coefficients des vecteurs des deux vecteurs, la fonction vectorielle et le produit scalaire, et le produit, comment ça s'appelle, le produit en croix, et on additionne, ça nous donne quoi? Ça nous donne ce résultat. Voilà, c'est ce que l'on a fait. Et ensuite, nous, donc là, on a vu donc le code et on a vu deux exemples pris au hasard sur Internet. Voilà. Bon, ben merci.